Bonjour mes chers Faust et mes chères Faustines. Bienvenue dans mon antre. L'antre de Méphistophélès. Et oui, c'est bien moi. Le seul, l'unique, l'œil qui voit tout, l'ange de lumière. Et patati, et patatras, et tralala. Bande de fêlés. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. À une certaine époque, l'Égypte était la plaque tournante du commerce international. Mais les Égyptiens ont tenu les rênes du pouvoir sur leur territoire jusqu'à l'arrivée de l'Empire perse. Les Perses avaient un objectif. S'étendre sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Plusieurs fois, ils ont essayé d'envahir les territoires grecs, mais en vain. L'Empire perse dirigé par Darius va rentrer en conflit avec les Grecs dirigés par Alexandre, dit le Grand. Les deux hommes rêvent d'en découdre et vont s'affronter à Issos, sur le territoire de l'actuelle Turquie. Alexandre remportera la bataille, et Darius lui cédera une partie de ses conquêtes, dont l'Égypte. L'Égypte accueillera Alexandre en libérateur et il y fera construire une ville à son nom, Alexandrie. Puis, il se fera sacrer pharaon. Mais plutôt un pharaon de pacotille. À la mort d'Alexandre, l'empire sera partagé. Ptolémée, un de ses généraux, deviendra pharaon d'Égypte, et après lui, d'autres Ptolémées se succéderont jusqu'à une certaine Cléopâtre. Durant cette période, les cultures égyptiennes et grecques vont se mélanger. Mais les royaumes grecs ne seront pas unis pour autant, et vont finir par s'épuiser dans des guerres incessantes, tandis que l'Empire romain naissant deviendra une nouvelle puissance en Méditerranée. L'Égypte devra verser à Rome de plus en plus de blé pour conserver son indépendance, mais connaîtra un ultime sursaut sous la reine Cléopâtre, qui obtiendra un enfant de Jules César. Mais à la mort de celui-ci, elle s'alliera à Marc-Antoine, dans sa lutte contre Octave, le successeur de Jules César. La défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine face à Octave, à la bataille d'Actium, marquera la fin de la dynastie ptolémaïque et de l'Égypte dite pharaonique. Face à l'expansion de l'Empire romain, plusieurs courants messianiques vont voir le jour au sein de l'Empire romain. En Égypte, ce courant messianique va être d'influence grecque. À Alexandrie, en Égypte, le dieu est Sérapis. Les Romains en arrivant en Égypte vont l'appeler Zeus Sérapis ou Jupiter Sérapis. Sérapis est le dieu de l'Égypte ptolémaïque, dont le culte fut institué par le roi Ptolémée Ier Soter. Son nom dérive de Ouséapi, désignant en égyptien le taureau Hapi mort et divinisé. Le taureau Hapi était une manifestation terrestre du dieu Osiris. On procédait donc au culte d'Osérapis. Les prêtres grecs ont donc transformé Osérapis en Osérapis. Qui deviendra Sérapis? Sérapis est donc la version grecque d'Osiris. Osiris était une divinité noire, et les Grecs qui avaient conquis l'Égypte ne pouvaient pas prier le dieu qu'ils ont conquis. Ils ont donc blanchi Osiris qui est devenu Sérapis. Donc Sérapis est la version grecque d'Osiris. Et les adorateurs de Sérapis à cette époque seront appelés chrétiens bien avant le christianisme de Constantin. Et Sérapis, plus tard, sous Constantin, deviendra Jésus. Maintenant, regardez cette pièce de monnaie de l'époque des Ptolémées, qui date de bien avant l'arrivée du christianisme. Vous voyez le symbole sur les pattes de l'aigle? C'est un chrisme. Un symbole qui va devenir très important dans la foi chrétienne. Pourtant ce signe n'est pas un symbole chrétien, il est beaucoup plus vieux. Mais comme vous pouvez le constater, le christianisme de l'empereur Constantin n'a pas encore vu le jour, mais ce symbole existe déjà. Retenez bien ce symbole. Vous allez bientôt comprendre toute la supercherie. Mais en attendant, souvenez-vous. La vérité des hommes peut mentir, mais le mensonge ne sera jamais la vérité. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi me regardez-vous encore comme ça? Abonnez-vous, bande de fêlés, ou j'écrirai vos noms dans les registres de l'enfer.